Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus ici aujourd'hui. Je me présente, je suis Guillaume Blaquière, je suis Google Developer Expert donc, sur le cloud de Google et je suis aussi Data Architect chez Carrefour, au groupe de Carrefour. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire des applications plus vertes avec du serverless. Alors on est vraiment un peu plus sur de l'IT, sur de l'infra et un peu moins sur de la data, mais malgré tout, le contexte de cette présentation et on va dire que l'excuse qu'on a trouvé pour faire cette expérimentation parle quand même de data. Alors déjà, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec un ami, un ancien collègue de chez Veolia, qui aujourd'hui est lui aussi data architecte au groupe, mais de L'Oréal, c'est Antoine Castex. Donc voilà, on a fait une expérimentation ensemble parce qu'on avait le même problème, on est des grandes sociétés, on a beaucoup de data, on a des grosses data, des big data dans nos data warehouse, et on avait un problème. Notre problème, c'est de savoir comment est-ce que notre data warehouse grossit au cours du temps. Est-ce que les data sont utilisées, est-ce qu'elles ne sont pas utilisées, est-ce qu'on a des tables qui grossissent vite, de manière logarithmique, linéaire, exponentielle. Qu'est-ce qui se passe dans nos data, dans notre data warehouse avec nos centaines de milliers de tables et de datasets. Donc pour ça, on a écrit un script qui va parcourir nos tables dans tous nos datasets, dans tous nos projets qu'on a sur Google Cloud. Bien sûr, vous pouvez l'imaginer dans d'autres clouds, hein. C'est vraiment l'expérimentation que l'on a faite. Et on a dit que sur ce script-là, on voulait sortir 3 métriques. Alors une métrique assez simple, hein, c'est le temps pour réaliser le scan complet de nos tables et de nos datasets. On va faire passer ça tous les jours, donc forcément, il faudrait que ça tienne dans moins de 24 heures. Le coût, il y a un coût de faire des scans de nos métadatas, de nos données. Et enfin, l'impact que l'on a en termes de carbone, en termes d'émissions de CO2, quand ce script tourne pour récupérer ces métadatas sur nos data warehouse. Alors pour faire ça, on l'a fait forcément sur du Google Cloud, puisque L'Oréal, comme Carrefour, ont toutes leurs data sur du Google Cloud, donc on a fait ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en fait plusieurs solutions, parce que si vous avez l'habitude de faire du cloud, vous savez qu'on a plusieurs façons de faire la même chose, mais on a des services différents, des produits différents, des architectures différentes pour réaliser la même chose au final. Donc on a réalisé ça sous 3 formes, 3 différentes solutions que je vais vous détailler ici. La première, la plus standard, c'est comment est-ce qu'on faisait à l'époque? À l'époque, on faisait de la VM. Alors, on a pris une VM et assez machinalement, on a pris tous nos projets sur Google Cloud. Pour tous nos projets, on a scanné tous les datasets. Pour tous les datasets, on a scanné toutes les tables. Et pour chaque table, on a extrait les métriques de chacune des tables qu'on a stockées dans BigQuery, qui est le data warehouse sur Google Cloud. On a fait ça en boucle et finalement, on a sorti cette métrique-là. Donc ça a pris 24 heures de scanner tout chez L'Oréal. L'expérimentation a été faite chez L'Oréal, pas chez Carrefour. Donc on a mis ça en place chez L'Oréal. Donc ça a mis 24 heures pour être fait. Ça a coûté 4 000 € sur un mois. Bon, ça peut être cher ou pas, hein. Quand on est des grands groupes du CAC 40, ça reste acceptable. Et puis le carbone, 190 kg. Bon, on ne sait pas trop, c'est notre benchmark ici. OK, 190. Ensuite, on a continué sur une autre solution qui était de faire du CaaS. Du CaaS, c'est du Container as a Service, donc faire du conteneur, mais une ancienne génération qui existe depuis 2008 sur Google Cloud, qui ne s'appelle pas Google Cloud à l'époque, hein, donc ça a plus de 15 ans, c'est App Engine. Donc sur App Engine, on a utilisé App Engine Flex, donc c'est assez pratique, on a un conteneur, on le déploie, on n'a rien à configurer, on prend notre conteneur, on le pousse, c'est magique. Ça fonctionne, ça scale automatiquement, et ça garde une instance chaude pour traiter toute requête qui arrive de manière instantanée. Donc ça, c'est super. On a fait évoluer un petit peu notre architecture. On l'a fait en 2 phases. On a une première phase où on a un scheduler, donc quelque chose qui se réveille tous les jours et qui appelle un premier endpoint dans App Engine qui va scanner tous les projets, tous les datasets, toutes les tables pour créer des tâches dans Cloud Task. Et ensuite, les tâches vont être exécutées en parallèle en appelant le même App Engine, mais sur un autre endpoint pour faire les requêtes, pour extraire les métadatas et les stocker dans BigQuery. Donc, on a fait ça avec App Engine Flex et ça a pris un peu moins de temps, 23 heures. Bon, c'est pas génial, hein, ça veut dire que le data warehouse ne peut pas grossir encore parce que 23 heures, on est un peu limite. Le coût a été divisé par 2 et l'impact carbone a été divisé par 10. Donc, c'est pas mal. Mais là, on était sur de l'ancienne génération. On est passé, la 3e solution, sur la nouvelle génération qui va être Cloud Run. Donc Cloud Run, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme App Engine.
Vous avez un conteneur, vous le mettez en place, vous l'envoyez dans Google Cloud, ça scale automatiquement. Et par contre, vous payez uniquement quand votre conteneur tourne. C'est-à-dire que quand il ne tourne pas, l'instance est arrêtée et il n'y a rien qui se passe. Et cette fois-ci, on a eu des... Alors, oui, au niveau architecture, ben, c'est la même, c'est le même conteneur, c'est juste pas la même plateforme. Donc en fait, c'est vraiment la même chose qu'on a déployé, toujours pareil, avec du Cloud Task et du scheduler. Et en termes de résultats, ben, on va beaucoup plus vite. On a mis 2 heures. On est allé 10 fois plus vite grâce à cette technologie. Ça coûtait encore 2 fois moins cher. Et au niveau du carbone, on est à peu près équivalent à App Engine Flex. Bon, ok, bon, ça c'était juste pour avoir des métriques. En fait, c'était une excuse pour sortir des métriques et surtout pour avoir trois takeaways importants que je voulais vous fournir ici. Déjà, dans les résultats, on a pu sortir ces métriques de différentes manières. Bon, déjà, le temps, c'est assez simple. On prend la montre, on regarde le temps que ça prend. Voilà. Le coût, c'est pareil. On a un projet sur Google Cloud, on lance le script pendant un mois et à la fin du mois, on regarde le billing, on a la facture. Pour l'impact carbone sur Google Cloud, alors je ne sais pas sur les autres clouds, je ne suis pas trop expert sur les autres clouds, mais en tout cas sur Google Cloud, on a un dashboard footprint qui nous permet de voir par projet, par région, par usage, par produit, l'usage, la consommation de CO2 pour chacun de ces produits. Alors, ce n'est pas parfait parce que forcément, il y a un petit peu de bruit avec tout le data center de Google qui va autour. Il va y avoir des logs, il va y avoir du monitoring, il va y avoir des choses comme ça. Mais ça donne une estimation à peu près claire de qu'est-ce qu'on consomme dans nos projets en carbone au global sur Google Cloud. Donc, c'est grâce à ça qu'on a sorti les métriques de CO2 que je vous ai montrées. Donc, on a ces métriques-là avec des différences assez grandes entre, on va dire, l'ancien mode, le IaaS avec de la VM assez traditionnelle et du CAS et du serverless. Par contre, il y a une grosse différence entre le CAS ancienne génération et nouvelle génération. Alors, c'est le premier takeaway que je veux vous donner ici, parce qu'en fait, quand on utilise des services qui font à peu près la même chose, il faut bien comprendre comment est-ce que les services fonctionnent. C'est vrai sur Google, c'est vrai sur Amazon, c'est vrai sur Azure, c'est vrai un peu n'importe où. Avec App Engine Flex, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que ça ne scale jamais à 0. C'est pour ça que vous voyez la ligne verte, elle ne va jamais à 0. Il y a toujours au moins une instance qui est up and running, donc toujours un CPU et de la mémoire qui est consommée. Même s'il n'y a rien à faire, il y a toujours quelque chose qui est démarré. Première chose. La deuxième, c'est l'autoscaler. Donc, ce qui va faire en sorte que votre plateforme va scaler, va ajouter des instances en fonction du trafic. Avec App Engine Flex, ça se base sur la consommation de CPU. Si on ne dépasse pas les 60% de CPU, bon, on ne va pas ajouter une instance en plus. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne la plateforme App Engine Flex. Et dans notre use case, qu'est-ce qu'on fait? On fait des appels API à BigQuery pour demander quels sont les métadatas de certaines tables. Et en fait, on fait un appel API. Alors, un appel API, qu'est-ce que c'est? On crée la requête, on envoie la requête, et puis on attend. On ne fait rien. Et on attend une réponse. Et pendant qu'on fait rien, justement, on ne consomme pas de CPU. Donc forcément, on a du mal à scaler parce que la majorité du temps, ce que fait notre application, c'est qu'elle ne fait rien. Elle attend. Donc c'est pour ça qu'on ne monte pas très très haut et que ça prend 23 heures à parser toute l'organisation de L'Oréal. A contrario, avec Cloud Run, déjà on scale à 0, donc on peut descendre à 0, donc quand on ne fait rien, on ne paye pas, il n'y a pas de ressources. Et surtout, l'autoscaler se base pas seulement sur le CPU, mais aussi sur le nombre de requêtes HTTP que l'on a en parallèle. Ce qui fait que, comme on a mes Cloud Tasks qui envoient en parallèle un grand nombre de requêtes, on passe de 0 à plus de 700 instances en quelques minutes et pendant 2 heures par jour. C'est comme ça qu'on a une grosse différence entre App Engine Flex et Cloud Run. Donc vraiment, pensez à bien comprendre comment fonctionne votre infrastructure en dessous, comment fonctionnent les plateformes mises en place par les cloud providers pour utiliser les services de manière efficiente. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est pourquoi est-ce que le serverless est plus vert que le IaaS. Alors pour ça, on va prendre juste un workload assez classique, où de temps en temps, il y a des requêtes, de temps en temps, il n'y en a pas, et ça fait des pics comme ça.
Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce qu'on va appeler le cycle de vie d'une instance. Alors, quand on fait de la VM, qu'est-ce que c'est? On démarre la VM et la VM, elle est toujours active. Donc, c'est assez simple. Le cycle de vie, c'est qu'elle vit tout le temps. Alors, quel est l'impact de ce cycle de vie de la VM en termes de réservation de ressources? Pas d'usage, je parle de réservation, parce que quand on est sur le cloud, vous réservez du CPU, vous réservez de la mémoire, et donc vous allez payer, vous allez louer ce CPU, vous allez louer cette mémoire. C'est assez simple, hein, comme vous avez toujours une instance qui est up, vous allez payer 100% du CPU, 100% du temps le CPU, 100% du temps la mémoire. Que vous l'utilisez ou pas, hein, c'est pas grave, hein, c'est juste que vous allez le réserver, donc vous allez le payer à Google. Pour le serverless, c'est un peu différent. Si on prend le même workload, déjà, le cycle d'instance est différent. Quand il n'y a rien à faire, on ne fait rien. Quand il y a des instants, quand il y a du trafic, on va commencer à créer une instance, et puis après un petit moment, il n'y a plus rien à faire, l'instance va être détruite automatiquement par la plateforme. Quand on a plusieurs requêtes à la suite, l'instance elle est quand même gardée active un petit moment, donc elle peut être réutilisée pour le trafic mais qui va arriver, et après un petit moment, rien à faire, elle est tuée aussi. Donc en termes de CPU et de mémoire, on peut avoir ça comme pattern. Au début, il ne se passe rien, on ne fait rien, on ne paye rien. Donc on ne paye rien, on ne consomme rien, pas de CO2, pas d'argent, rien. Il n'y a rien qui se passe. Quand une requête arrive, on va forcément réserver de la mémoire et du CPU pour traiter cette requête. La requête, elle est traitée, et puis quand il n'y a plus rien à faire, forcément, le CPU, on n'en a plus besoin. Avec Cloud Run, le CPU, il est verrouillé. En fait, vous ne pouvez plus l'utiliser, il est bridé à 1%. Ça veut dire que le CPU peut être réutilisé par d'autres clients, par d'autres workloads sur la plateforme. Et c'est comme ça que vous allez partager cette ressource et qu'elle va être efficace et utilisée au maximum par vous ou par d'autres sur la plateforme. Et forcément, quand vous tuez votre instance, là, le CPU il est libéré et laissé à n'importe qui d'autre sur la plateforme. Pour la mémoire, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, la mémoire, vous en avez besoin quand vous traitez votre requête. Mais après, quand vous ne traitez pas la requête et que l'instance est toujours en vie, la mémoire, vous n'allez pas la partager. Pourquoi? La mémoire, vous avez des données à l'intérieur, vous n'allez pas partager les données que vous avez avec les autres. C'est assez évident. Donc malgré tout, la mémoire, elle est gardée que pour vous, le temps de durée de vie de l'instance. Une fois que l'instance elle est tuée, la mémoire, elle est relâchée et elle peut être utilisée par d'autres workloads sur la plateforme, par vous ou d'autres clients. Et bien sûr, si on a plusieurs requêtes à la suite, on a ce cycle-là. Alors là, je tiens quand même à attirer votre attention que le serverless ici est très efficace et très efficient quand on a un trafic qui n'est pas prévisible ou qui est très en dents de scie. Si vous avez un trafic qui est prévisible et très plat, en fait, vous allez pouvoir utiliser plutôt de la VM, ce serait beaucoup plus efficace en termes de prix, je pense, que d'utiliser du serverless. Mais si vous avez des choses vraiment qui sont non prédictibles, là par contre le serverless est très efficace. Dernier point, sur la haute disponibilité. Là, parce que la haute dispo peut être assez importante. Là, on a fait un test côté L'Oréal avec une VM. Mais quand on parle de haute dispo, parce qu'on a toujours de méthodes dispo dans les entreprises, on ne développe pas une VM. Une VM, ce n'est pas assez résilient si on a un problème, si on la redémarre, si elle est en maintenance, si on la patch. Bref, une VM, ce n'est pas nécessaire. On en met tout le temps au moins 3 pour s'assurer d'une résilience. Donc, on en met 3 sur une zone, si on veut, pour être au dispo sur une zone, ou on peut mettre 3 avec une par zone pour être en haut dispo sur la région. Mais en plus de ça, il faut penser qu'on doit avoir aussi un groupe d'instances pour gérer ces instances, les remplacer, les manager. On doit mettre un load balancer aussi pour dispatcher le trafic entre toutes les instances. Bref, ça fait au moins 3 instances, plus des load balancers, plus un manage instance group, plus des instances template. Bref, il y a plein de choses à gérer en plus que simplement une VM. Donc là, vous commencez à voir le CO2, hein, où le prix, ce n'est pas une VM, c'est 3 VM, donc on fait x3. Bon, ça commence à être un peu plus important. Si on passe sur du serverless, et si vous avez l'habitude de faire du serverless, hein, que ce soit sur du Google Cloud ou même sur du Azure, hein, en fait, vous n'avez jamais mentionné la région. Et pourquoi vous ne mentionnez jamais une région? Parce qu'en fait, quand vous déployez un service serverless, vous ne le déployez pas sur une zone, par défaut, vous le déployez sur toutes les zones de la région. Et en fait, par défaut, avec du serverless, vous ne payez que quand vous l'utilisez, mais en plus, vous êtes en haut dispo régional.
C'est-à-dire que si une zone qui tombe dans la région, de toute façon, votre service en serverless va continuer à fonctionner parce que c'est par défaut, mais c'est comme ça. Donc là aussi, en termes de haute dispo, le serverless va vous permettre de payer que quand vous l'utilisez et que quand vous en avez mes besoins. Et n'oubliez pas, hein, vous l'utilisez pas, mais vous ne payez pas. Il n'y a pas de ressources consommées, vous ne payez rien. C'est ça qui est assez magique. Donc tous ces principes, j'ai parlé de Google, mais je pense que vous les appliquer sur n'importe quel autre cloud provider, ça marchera de manière similaire. Voilà pour la présentation. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions maintenant, je serai ravi de vous répondre. Si c'est plus tard, si c'est sur LinkedIn, si c'est sur Twitter ou autre, je serai aussi ravi de vous répondre à ce sujet-là. Merci. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Oui, bonjour, bonsoir. Juste une question sur le temps de latence de disponibilité d'une CPU. En combien de temps on a une CPU disponible lorsqu'on a un burst? Alors, le CPU, en fait, va être souvent disponible tout de suite parce que ce sont des grosses machines et Google a toujours plein de CPU en RAM, on va dire, pour nous donner du CPU. Par contre, il y a le temps de démarrage du conteneur. Parce qu'il y a quand même, il y a un temps de boot. Hein. Malgré tout, un conteneur, c'est une mini VM où il faut démarrer le conteneur, il faut démarrer l'application, charger tous les paramètres par défaut de l'application, initialiser des connexions à des bases de données ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cold start. Donc le démarrage à froid du conteneur, lui, en effet, il peut être long. Et c'est là aussi où des fois le choix du langage peut être important. Des langages compilés type Go, Rust, même Go, mais Go et Rust, ça va démarrer vite. Java, la JVM est assez lourde, donc ça va démarrer un peu plus lentement. Python aussi va être un petit peu long au démarrage. Donc en fait, si on est vraiment sensible à la latence de démarrage, le langage de développement va être important en termes de choix. Donc dans les faits, combien? Alors, ça peut être entre 50 et 100 millisecondes pour du Go. Ça va être entre 300 et 500 millisecondes pour du Python. Et puis avec Java, si on prend du Spring Boot et avec un seul CPU, donc, mais par défaut sur Cloud Run, ça peut aller jusqu'à 10 secondes le démarrage. Voilà. Mais Spring Boot est un framework assez particulier parce qu'il charge tout, enfin, c'est assez lourd. Voilà. Si on met 3 ou 4 CPU, ça va mieux, mais ça coûte plus cher aussi. Merci. Merci pour votre présentation. J'ai une question sur la comparaison. Il y a une étape que je n'ai pas très bien compris. Le serverless est effectué avec l'outil Cloud Run, c'est bien ça? Oui. OK. Et vous avez parlé également, vous avez fait une comparaison entre le Cloud Run et Flex. Et App Engine Flex, exactement. App Engine Flex. Je ne connais pas l'outil, il s'agit différent du Cloud Run ou... En fait, App Engine a été réalisé par Google en 2008. Donc, ça a été vraiment le tout premier service de Google Cloud. À l'époque, ça ne s'appelait même pas Google Cloud. C'était vraiment le premier service managé de Google a été réalisé en 2008. Et donc, c'est un service assez ancien. Et en fait, qui prend votre code. Ça peut être du Java, du Node, du Python, du Ruby, du PHP. Automatiquement, ça fait un conteneur pour vous et ça déploie le conteneur sur App Engine. Donc en fait, ça package votre code et ça le déploie sur App Engine. App Engine Flex est une évolution de App Engine initiale où on peut mettre directement son conteneur sur App Engine. Alors en fait, si on veut, on met son conteneur sur App Engine et puis App Engine va gérer tout ce qui est par derrière, la gestion des VM, les restarts automatiques, voilà, enfin, ça gère tout le cycle de vie. Et en fait, sur ça, Google s'est appuyé sur cette expérience-là pour mettre à disposition, enfin pour réaliser en 2018 Cloud Run, qui est simplement une version évoluée de App Engine Flex. Voilà. Et donc qui est plus serverless. En fait, le problème de App Engine Flex, c'est que ça ne scale pas à zéro. Il y a toujours une instance qui est disponible. Donc quand on ne fait rien, on continue à payer alors qu'on ne fait rien. Avec Cloud Run, on va scaler à zéro. C'est-à-dire que quand on n'a pas de requête, on ne paye rien du tout. Voilà. C'est le genre de différence, c'est vraiment une évolution de App Engine Flex. On est arrivé sur du Cloud Run en 2018, donc 10 ans après App Engine. Merci. De rien. Je vois qu'il est 37, je pense qu'on est arrivé au bout.
En tout cas, merci encore à vous. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Internet, il n'y a pas de souci. Merci.